Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo où nous continuons à évoquer les différentes réformes. Donc, nous sommes toujours dans l'article 8 de Une terre, un peuple et un roi. Donc, la prochaine réforme, on avait vu juste auparavant les réformes concernant les partis politiques et aujourd'hui, on va s'attaquer à la structure de l'État lui-même. D'accord, parce qu'un grand nombre de couches administratives ont été mises en place. Vous savez bien que quand on, comme dit l'adage, plus il y a, plus il y a de chefs et plus il y a d'intermédiaires et plus c'est le bazar et plus les choses prennent du temps. Donc l'objectif, c'est de lutter contre ce phénomène-là. Et donc il y a de nombreuses réformes structurelles à faire au sein même de tout ce qui dépend de l'État. Voilà. Donc, commençons par la suppression des communautés de communes. Voilà, il faut rendre à la commune toutes ses lettres de noblesse et son indépendance. Et la suppression de ce qu'on appelle des comcom est évidemment bénéfique, puisque là où les comcom auraient dû, c'est-à-dire faire des facilités administratives, en fait, on a rajouté une couche de pouvoir dans le pouvoir. Là, on a divisé pour mieux régner, comme on dit. Donc la suppression des comcom, tout simplement, c'est rendre le pouvoir au maire. Voilà. Donc pas besoin de détailler le sujet. C'est du bon sens. Ensuite, la suppression des ARS, les agences régionales de santé. Voilà. C'est encore une structure coûteuse. Et en réalité qui ne sert pas à grand-chose, puisque il y a déjà un corps de la médecine qui est déjà bien gangréné, je pense, et qui dépend déjà, il n'y a pas beaucoup de difficultés à le dire, qui dépend déjà beaucoup déjà des laboratoires, et d'une volonté politique, franco-européenne, d'une certaine manière. Donc, avoir des ARS, en fait, c'est juste un outil de surveillance supplémentaire pour faciliter la politique de santé qui nous vient tout droit de l'Union européenne sous influence directe de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Donc quand on sortira de l'OMS, en tout cas de cette volonté de respecter les conseils de l'OMS, forcément les ARS et bien d'autres choses encore devront être supprimées. C'est aussi une façon de rendre aussi une liberté de pratique à la médecine. Donc je ne le marque pas dans le livre, mais la suppression des ARS va aussi avec une réflexion au moins sur l'ordre des médecins. Est-ce que cet ordre des médecins est toujours aussi fidèle au serment d'Hippocrate et à une indépendance totale en termes de liberté de soins? Je ne pense pas. Voilà, donc il faudra aussi faire une réflexion ou des commissions de contrôle, voire des enquêtes judiciaires sur les liens d'intérêt qu'ont les principaux acteurs et surtout les décideurs qui font partie du corps de l'ordre des médecins. Remaniement RH et salarial de tous les ministères. Alors ça va être au coup par coup, selon la priorisation aussi des ministères, comme on l'a vu auparavant. Évidemment, il y a des ministères qui ont besoin de personnel. Est-ce que ce besoin est un besoin réel, c'est-à-dire de personnel de terrain, d'acteurs, comme le corps professoral au sein du ministère de l'Instruction publique, ou est-ce que c'est plutôt une facette administrative? Voilà. Donc il faudra faire le bilan de chaque ministère et de son volume de personnel via l'efficacité selon la priorisation émise par le peuple lorsqu'on va instaurer l'ordonnancement des priorités du gouvernement. Remaniement administratif des départements et des régions, donc ça c'est logique puisque ça va avec la nouvelle restructuration des régions et des départements. Rééquilibrage de la fonction publique et des collectivités. Pareil, s'il y a trop d'un côté, et pas assez de l'autre, il faudra évidemment muter du personnel, recréer des structures et réorienter en tout cas des structures qui auront été vidées de leur personnel vers d'autres missions. Voilà.
Donc ça, c'est un rééquilibrage, tout simplement à l'échelle nationale. Donc les agents de l'État, quels qu'ils soient, seront soit réorientés dans un poste similaire au sein même de leur région ou de leur département, soit dans une autre structure de l'État, soit réorientés dans le secteur privé en négociant des postes à salaire équivalent ou à salaire supérieur. Voilà. Tout ça pour objectif de faire des économies, je le rappelle. En tout cas, de ne pas perdre plus d'argent qu'il n'en faut, et surtout de pouvoir mettre en place une nouvelle gouvernance où tout le monde ait un rôle à jouer, un rôle utile, et qui ait plus cette comment dire, cette aura, cette légende qui est autour du fonctionnaire d'être payé à rien faire. Et ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas cette rumeur, qui parfois n'en est pas une, je l'avoue. Mais voilà, il faut rééquilibrer le personnel et les structures étatiques. Prochain point, réforme sur la famille. Donc il faut élaborer globalement une politique familiale. Ça inclut quoi une politique familiale? Ça inclut un ajustement des aides sociales pour ceux qui en ont le plus besoin. Ça inclut une politique via ces aides sociales qui invite les Français à faire des enfants. Et pour ça, faire des enfants, ça va aussi avec le cadre éducationnel du pays et le cadre sécuritaire du pays. Pour que les gens fassent des enfants, il faut créer des conditions pour le faire, les plus avantageuses possibles, mais il faut aussi que le peuple, de manière générale, se sente vivre dans un pays sain, dans un pays libre, et dans un pays qui ne risque pas la guerre à tous les... une guerre, alors qu'elle soit sanitaire, une guerre qu'elle soit physique, ou une guerre quelle qu'elle soit, en fait. Voilà, il faut que les Français arrêtent de vivre dans la peur. Et qu'ils soient... ça va avec une politique optimiste, évidemment. Et pourquoi pas créer un statut de rémunération pour la mère ou le père au foyer. Ce serait reconsidérer la personne qui vit et qui travaille quelque part à l'éducation de ses enfants et à la préservation du foyer. Donc on est en plein dans la politique familiale, de lui créer un statut, voire une rémunération particulière, une aide financière particulière à l'éducation pour pouvoir comment dire, mettre en avant et au contraire, ne pas dénigrer le statut de l'homme ou de la femme au foyer. Et bien sûr, du mieux qui pourrait être fait, ajuster les allocations sur le prix moyen du coût de la vie. Ça, c'est fondamental. Voilà. Car même une personne isolée avec enfant à charge qui ne travaille pas doit avoir quand même un minimum syndical pour vivre et vivre dignement. Voilà. Et c'est toujours la même guerre, en fait, entre celui qui ne travaille pas et qui a 200 ou 300 euros près. C'est la différence entre travailler et ne pas travailler, en fait. Alors, est-ce que c'est si rentable de travailler, ou est-ce que c'est si rentable de ne pas travailler? Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre le fait de pouvoir vivre, même quand on est dans le... Comment dire, même quand on n'a pas de travail, malgré tout, et l'effort, je pense, qu'il faut faire sur la facilité à vouloir, à créer des volontés, à vouloir vraiment travailler, c'est d'augmenter les salaires pour ceux qui travaillent. Parce que je rappelle, là, alors ça va au-delà de la politique familiale, mais on est en train de créer parmi la classe moyenne une classe supplémentaire de nouveaux pauvres qui sont, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, qui sont un petit peu trop riches pour toucher les aides de l'État, et malgré tout trop pauvres, malgré qu'ils travaillent, trop pauvres pour vivre convenablement et vivre de leur salaire. Voilà, donc c'est tout l'équilibre à recréer là-dessus. Enfin, les retraites. Alors, les retraites, ça va passer progressivement, ça va prendre beaucoup de temps, le temps qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de raté, si vous voulez, à tous les niveaux. Il va falloir déjà créer les corporations de métiers,
il va falloir élaborer un programme du financement de la retraite qui sera partagé entre la corporation de métier et l'État. Ça, c'est important parce que, au-delà de la corporation de métier qui devra statuer progressivement du coureur du travail dans son secteur d'activité, du salaire minimum dans le cadre de son activité, elle va devoir aussi définir l'âge de départ à la retraite dans son secteur d'activité et le montant minimum de la retraite. Bien sûr, en ne dépassant pas des lignes jaunes qui seront imposées par l'État. Et tout ça aussi ajusté sur le coût de la vie. Donc ça va être un gros chantier où il va falloir prendre du temps. Et ça va se faire progressivement, sachant qu'à un moment donné, il y aura forcément une génération, hein, ou tout de moins une partie de celle-ci qui sera un petit peu lésée. Puisqu'il y aura des gens qui se retrouveront, entre guillemets, entre les deux, en pleine transition. Hein. Donc voilà, la retraite, c'est quelque chose qui peut coûter cher, mais justement, ça ne va pas sans l'émancipation de la politique familiale, car moins on fera d'enfants, moins on pourra cotiser de manière honnête, c'est-à-dire sans trop payer, hein, pour ceux qui vont prendre leur retraite. Donc ça va aussi avec la politique de réindustrialisation, évidemment, ça va avec la politique de lutte contre le chômage, car plus on aura de cotisants et moins ils cotiseront déjà, et plus on pourra faciliter l'accès aux pensions de retraite de nos futurs retraités. Voilà, c'est un équilibre dans tous les domaines. Voilà. Donc il faut élaborer ces programmes de retraite financés par les corporations avec l'aide de l'État dans chaque secteur. Voilà. Quand je parle de secteur d'activité, voilà, c'est les grands pôles d'activité. Hein. On ne va pas créer une corporation par métier. Hein. Il faut déjà créer une corporation par secteur, c'est-à-dire le secteur du bâtiment, le secteur de la santé, le secteur de l'industrie, le secteur des métiers du commerce, hein, en général, les commerçants, voilà, etc., etc. Voilà, des grands secteurs où chacun cotisera pour sa propre retraite, en fait. Voilà, 50% financé par la corporation pour la pension de retraite et 50% financé par l'État. La sécurité sociale. Alors, il faut créer vraiment une division avec du personnel important, hein, et pas envoyer quelques agents comme ça à droite à gauche. Il faut créer une division fraude sociale. Voilà, c'est-à-dire les chasseurs. Les chasseurs. Il faut améliorer les outils de gestion informatique, voilà, parce que tout passe par l'informatique aujourd'hui, et en même temps, il faut rétablir l'humain. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilitées de manière informatique, évidemment. Par contre, il faut continuer et il faut augmenter le nombre d'interlocuteurs. On ne peut plus... voilà, moi je suis exacerbé de voir et de subir, comme tout le monde, de devoir affaire à des répondeurs. Quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Retour au remboursement des médicaments, en tout cas de ce qu'on connaissait au moins il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et il faudrait peut-être refaire la politique de remboursement vers quelque chose de plus juste entre la sécurité sociale et le coût des mutuelles. Voilà. La fiscalité maintenant. Alors la fiscalité, il faut créer une agence de lutte contre la fraude fiscale. Voilà. Une agence indépendante qui mène des enquêtes et qui monte des dossiers et qui in fine va... On ira vers des condamnations en justice. Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, il faut refaire faut baisser l'impôt sur l'entreprise. Il faut pouvoir permettre à nos entreprises de pouvoir à la fois investir et à la fois recruter. Je pense que c'est les deux premiers leviers, hein, importants qu'il faut débloquer. Voilà, trop d'impôts, bah,
on tue l'entreprise, et surtout la petite moyenne entreprise. Donc il faut baisser les impôts sur les entreprises. Sur le plan de la fiscalité locale, comme ça a été dit auparavant, il faut régionaliser certains impôts, comme les impôts fonciers, et définir des prix planchers pour un temps donné. Je veux dire, par exemple, le prix de l'immobilier ne peut pas fluctuer du simple au double en quelques années, ou inversement, hein, parce que tout le monde y laisse, dans tous les cas, des plumes. Hein. Voilà, c'est un exemple, hein, mais il y a de bon nombre d'exemples à faire, hein, sur le foncier. Et suppression ou réduction des impôts sur la succession. Voilà. On se rend compte que les impôts sur la succession, et même la loi elle-même sur les droits de succession sont injustes en réalité. Alors, en donnant l'occasion à tous les héritiers d'avoir quelque chose, en obligeant les héritiers à avoir quelque chose, on détruit progressivement le patrimoine familial. Voilà. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand les gens n'ont pas les moyens de racheter les parts de ceux qui... vous savez, quand vous divisez une maison par 2, par 3 ou par 4, si vous voulez conserver cette maison, vous êtes obligé de racheter les parts de vos frères et sœurs, par exemple. C'est plutôt injuste et ça détruit le patrimoine familial. C'est-à-dire que la maison qui est là, qui appartient à la famille depuis 3 générations, elle n'est plus. Et c'est comme ça que, dans le temps, des patrimoines familiaux importants, ou qui auraient pu être très importants sur le long terme, se sont effondrés, tout simplement. C'est là où l'État était malin, et à défaut de certaines oligarchies ou de grandes familles, c'est un frein supplémentaire à la non-émancipation de la classe moyenne vers une classe plus... à une classe supérieure, si vous voulez. Voilà. Donc il faut supprimer ça. Moi, je pense que chaque patriarche, chaque héritier qui hérite, chaque personne qui doit transmettre un patrimoine immobilier, ou quel que soit le patrimoine, ou un patrimoine terrien à ses enfants, a le droit et doit avoir le droit de faire des choix. Soit il a assez pour diviser équitablement parmi ses enfants, mais il doit avoir le choix de dire je veux tout donner à quelqu'un parce que les autres n'en sont pas dignes, pour préserver le patrimoine familial. Ça doit être un droit. Voilà. C'est un droit à la famille aussi. Hein. C'est un droit ce que j'appellerais moi un droit au patrimoine familial, à la préservation du patrimoine familial. Voilà. Alors, la fiscalité concernant les entreprises étrangères et les multinationales. Taxation des multinationales étrangères et des succursales étrangères de multinationales françaises à l'étranger. Création d'une commission de lutte contre la fraude fiscale uniquement concernant ces entreprises à l'échelle internationale. Évidemment, taxation sur les importations. Pour revenir là-dessus, voilà, globalement, toutes les réformes ont un budget à... Vous voyez, si j'enlève ici, il faut que je prenne un petit peu là. Si on dépense trop là, il faut économiser ici. Vous voyez, et l'ensemble des réformes font en sorte que il faut trouver un équilibre financier dans tout ça. Politique étrangère et francophonie. Redéfinition totale de la politique étrangère. Développer et former davantage de diplomates, je l'ai dit. Renouer des liens commerciaux et diplomatiques avec nos partenaires africains, c'est la priorité. Développer des programmes d'accompagnement pour la remigration, donc c'est avec les pays dits hôtes. Retrouver un statut de neutralité et une forme d'arbitrage entre les grandes nations, donc ça c'est la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, principalement. Et former des diplomates spécialisés en économie, ça c'est dans le cadre de la négociation de la dette. Maintenant, énergie. Très important, parce que l'énergie, investir dans l'énergie peut nous faire économiser des dizaines et à terme des centaines de milliards d'euros sur des années. Voilà. Si on passe pas par ce genre de choses, j'ai envie de dire, toutes les réductions qu'on peut vouloir faire avant,
comme je l'ai énuméré, sur les impôts sur les entreprises, et ben, sur la taxe sur le carburant, etc. Tout ça ne sera pas possible. Ou sera à une échelle beaucoup moins importante. Hein. Donc l'énergie, faire des économies sur nos énergies, c'est primordial. Projet énergie libre, c'est-à-dire il faudra faire un appel aux ingénieurs et aux scientifiques pour remettre à l'ordre du jour des travaux qui ont été mis de côté ou un peu cachés. Il n'y a rien à voir. Alors, il n'y a pas de théorie du complot là-dessus. Hein, c'est des travaux à la base développés par Nikola Tesla, essentiellement sur ce qu'on appelle l'énergie libre. Mais ça a été repris déjà des dizaines de fois par un bon nombre d'ingénieurs qui se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied, hein, pour être gentil. Et certains sont morts même à l'échelle du XXe siècle. Hein. Voilà. Donc pouvoir développer un projet d'énergie libre, il va falloir aussi négocier très fermement avec les grands lobbies, les grandes entreprises, notamment les entreprises pétrolières. Il va falloir être très très ferme avec eux si on veut pouvoir s'émanciper sur un plan énergétique de ces grandes sociétés. Voilà. Donc ça passe aussi par définir des prix planchers pour l'électricité et le gaz en attendant la révolution énergétique qu'on attend tous. Il va falloir remettre des lignes jaunes et à ne pas dépasser sur le coût. Voilà. Suppression de marché de l'électricité ou des accords européens, donc tous ces intermédiaires disparaîtront, tout simplement. Ce qu'on produit, on le consomme directement et on vend les excédents. Normalement, c'est comme ça que ça doit marcher. Hein. Nationalisation d'EDF, comme ça on aura la main sur l'électricité, sans abus. Développer un biocarburant à partir de déchets ménagers, ça on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important parce que au lieu d'avoir un carburant à 1,50 €, 1,60 €, 1,70 € le litre, un biocarburant à base de déchets ménagers pourrait peut-être nous amener à un prix du litre à 50 centimes ou à 60 centimes. Voilà. Et une détaxation aussi sur le carburant, le gasoil et l'essence, au moins de moitié. Voilà, donc ça veut dire que, encore une fois, si on est quasiment parfois à 2 € le litre, eh ben, il va falloir passer au chiffre symbolique d'1 € le litre. Voilà. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette petite vidéo pour toutes les réformes urgentes et les projets de réforme. Sachant que voilà, tous ces projets sont à préciser davantage, à budgétiser par des professionnels dans chaque sujet. D'accord ? Moi, je ne fais que jeter des idées. Et il faudra compter sur les plus grands talents, j'ai envie de dire, de ce pays, dans chaque domaine, pour s'approcher au mieux des objectifs qui sont énumérés dans ces réformes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Il y a tant de choses à faire, en réalité. Voilà. Mais je pense que déjà, là, globalement, au niveau des réformes, on a déjà pas mal de boulot pour un certain nombre d'années. Hein. Voilà. Et sur ce, bonne journée à vous et bonne continuation.